Morning, good afternoon. Welcome to this virtual launch of the first ever research agenda. Bonjour, bon après-midi. Female genital mutilation. Bienvenue à la première réunion ou de présentation de rapport sur le programme de recherche pour renforcer la génération d'utilisation de preuves afin d'accélérer l'élimination des MGF. Nous avons des services d'interprétation. Cliquez sur l'icône interprétation à droite en bas de votre écran. Sélectionnez votre langue, française ou arabe. Nous allons laisser cette diapo ici pour que vous puissiez la lire. Vous allez éteindre donc l'audio original. J'aimerais vous demander de parler suffisamment lentement parce qu'il y a des interprètes qui vous suivent et qui interprètent. Si vous avez des défis ou des questions liées à la TIC, vous pouvez utiliser la fonction chat pour communiquer. J'aimerais donc présenter le premier orateur, l'oratrice en l'occurrence. Elle est donc conseillère principale à l'UNICEF. Elle travaille au siège de l'UNICEF à Paris. Merci beaucoup, Esther. Est-ce que tout le monde m'entend? Je suis Madame Adou Baldé. Je suis de la Guinée plutôt, et je travaille sur les MGF et autres études sur les SDSR plutôt. Merci, professeur Baldé, vous êtes le bienvenu. Nous avons hâte d'entendre vos commentaires et feedback dans la séance. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde qui est avec nous. Nous sommes très excités d'être là pour lancer le rapport de la première recherche, la toute première d'ailleurs, sur le programme de recherche pour renforcer la génération et l'utilisation de preuves afin d'accélérer l'élimination des MGF. Nous avons beaucoup de partenaires ici, notamment IPPF, entre autres. Pourquoi est-ce que nous avons mené ces recherches? Comme vous le savez, chaque année, au moins 4 000 millions de filles plutôt subissent les MGF, et durant la période de COVID-19, nous avons une recrudescence de ces cas de MGF et ces cas auraient été évités. Si nous voulons amener ceci à zéro, il faut générer des lacunes là où il le faut, et il faut continuer à discuter notre travail axé sur les preuves. Vous savez que nous avons intensifié les efforts pour aborder les questions de MGF. Il n'y a pas beaucoup de preuves sur le travail. On ne sait pas ce qui marche, notamment sur cette échelle. Il y a des liens entre la programmation et la mise en œuvre et la recherche elle-même. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'organisations ayant des compétences différentes. En 2021, le programme où participe le FNUAP, entre autres organisations, ont réalisé des recherches. J'espère que si vous n'avez pas vu ce rapport, que quelqu'un mettra le lien dans le chat. Il y a eu des résultats et il y a des recommandations que vous allez voir, et j'espère que vous allez vous y plaire. Plusieurs questions restent inexplorées par la recherche. Le programme de recherche aujourd'hui nous réunit pour voir quelles sont les questions qui n'ont pas encore trouvé leur réponse. Nous devons
dire néanmoins qu'en en tant que secteur, que nous avons des limites. Donc, ce rapport est fondé sur donc la recherche et il y a donc l'identification des lacunes et nous voulons donc éliminer les MGF d'ici 2030. Et donc, nous voulons assurer des analyses significatives. Ce rapport sera une ressource critique pour les OSC, les jeunes, entre autres, FNI et autres jeunes qui sont là. Je vous salue. Et cela va aussi avoir des incidences sur la politique et la programmation. Les gouvernements et autres parties prenantes doivent renforcer la génération de preuves et leur utilisation pour faciliter l'apprentissage et renforcer les programmes et la planification en matière de politique. Je suis excitée de pouvoir parler de ce programme. Avant de passer la parole à Esther, je dois dire que ce n'est que le début d'un parcours que nous allons prendre ensemble. Nous avons passé en revue des résultats que nous avons et maintenant nous allons vous demander quelles sont les lacunes qui existent et quels sont les efforts qu'il faut consacrer pour travailler ensemble en tant que partenaires. Qu'est-ce que nous allons sur quoi plutôt est-ce que nous allons nous appuyer en tant que partenaires à travers le gouvernement, société civile, jeunes, etc. Nous voulons aussi examiner la qualité de recherche qui existe. Nous reviendrons. Ce n'est que le début d'une grande journée, mais ce n'est pas la fin. J'ai hâte de vous écouter tous et merci beaucoup d'avoir trouvé le temps d'être dans ce webinaire. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de présenter le docteur Soumya Swaminathan, qui est scientifique principal, rôle qu'elle a assumé en 2020. Elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais son discours a été partagé, va être partagé surtout sur vidéo. Bonjour tout le monde. Je suis Sabia Saminat, principale en chef de l'OMS. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour lancer ces deux produits, un programme de recherche pour accélérer l'élimination de MGF et aussi les conseils éthiques pour réaliser des recherches sur les MGF. La prise de décision fondée sur les preuves est très importante et cela est important pour les MGF et aussi les questions des DSR. Il est nécessaire qu'on pose les bonnes questions et pour répondre à ces questions, la bonne méthodologie à la conception doivent être comprises et utilisées. Cet agenda qui est lancé aujourd'hui doit constituer une base pour collecter des preuves qui vont nous aider à mettre fin au MGF et aussi aborder les besoins sociaux pour les femmes qui sont déjà affectées par ces pratiques néfastes. L'OMS et RP lancent aujourd'hui la première série de conseils éthiques pour les recherches en MGF. C'est une ressource importante qui va soutenir la recherche pour veiller à ce que les droits des personnes participant à la recherche sont respectés. Même s'il y a des normes qui existent déjà, quand on collecte des informations dans les domaines tels que les MGF, nécessite une approche qui ménage les risques aux participants. Ces considérations durant toutes les phases du processus de recherche sont très importantes dans la planification, conceptualisation. Il faut, dans toutes ces phases, veiller à ce qu'il y ait une procédure en place. Il faut aussi assurer que les communautés sont impliquées dans le processus dès le départ. L'implication de la communauté et aussi l'engagement des personnes qui sont affectées par le fléau est très important. Il faut veiller à ce que les bonnes questions soient posées
et aussi s'assurer que les normes éthiques soient respectées. Donc, lors de la collecte des données, la confidentialité des données des participants et aussi leur sûreté doivent être assurées. Durant l'analyse et la diffusion, il faut veiller à ce que tous les résultats sont marqués par l'anonymat pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation. Dans les résultats de cette recherche, nous voulons éclairer les décideurs ainsi que d'autres parties prenantes des informations qui sont nécessaires dans leur travail. Il faut donc prioriser une approche axée sur les preuves pour mettre fin au MGF. Je suis désolée de ne pas être là en personne, mais je suis là pour vous dire que ce type de recherches sont très importantes et que l'OMS s'engage à mettre fin au MGF et de telles pratiques et nous voulons que les décideurs puissent agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le docteur Samantha, pour ces remarques. Nous allons maintenant écouter la présentation sur la recherche. Je dois rappeler aux présentateurs que nous avons des services d'interprétation et donc nous vous prions de bien vouloir parler suffisamment lentement pour que ces personnes puissent vous suivre. Nous allons organiser une discussion après les présentations et nous vous encourageons en tant que participants d'inscrire vos questions et commentaires dans la fonction chat. Je vais maintenant présenter le docteur Dennis Matanda. Il est donc chargé de programme principal à Population Council au Kenya et c'est lui qui gère la base de données ou le centre de données plutôt sur les MGF. Merci Esther. Nous allons passer donc à la diapo suivante. Donc, ma présentation va se focaliser sur une vue d'ensemble du programme de recherche qui vise à renforcer la génération de preuves probantes et l'utilisation de ces données pour accélérer l'élimination des MGF. Diapo suivante. Diapo suivante. Je vais parler de la justification de ce programme global de recherche et je vais vous parler de l'identification de lacunes et des questions et comment nous avons pu prioriser les questions. Et dernièrement, je vais parler du processus de mise en œuvre du programme de recherche. Diapo suivante. Pourquoi ce programme de recherche? Cette thématique a été éclairée par le fait que, comme on l'a déjà dit dans l'introduction, que depuis longtemps, nous disposons de très peu de preuves de bonne qualité en ce qui concerne les interventions et leur efficacité, surtout ce que l'on peut dire sur leur niveau de succès. Il n'y a pas de il y a évidemment donc absence de preuves. Très important, il y a la question liée au fait que même si l'on a des preuves, on n'a pas pu réunir les parties prenantes pour les impliquer dans une discussion sur ce que les preuves disent et pour nous permettre d'envisager des perspectives d'avenir. Nous voulons donc voir les preuves et réunir les parties prenantes pour examiner les preuves et voir comment l'on peut les utiliser
pour élaborer un agenda de recherche. En ce qui concerne l'identification des priorités et des questions de recherche, nous avons commencé avec la revue de la littérature sur l'efficacité des interventions visant à éliminer les MGF. Après, nous avons consolidé cette approche et nous avons formulé des questions. Nous avons identifié 10 domaines thématiques et nous avons formulé des questions de recherche possibles. On a envoyé après les résultats à des parties prenantes dans une enquête en ligne. Et nous avons aussi invité des bailleurs de fonds pour recevoir leur contribution en ce qui concerne les domaines thématiques de leur intérêt. Et entre autres questions, nous avons donc reçu des informations, des réponses qui nous ont permis de générer 102 questions de recherche. Nous avons après sélectionné les questions pour en finir avec 78. La raison étant que certaines questions étaient similaires et devaient être fusionnées et aussi toucher le même domaine thématique. Diapo suivante. Ce graphique ici met en exergue les domaines thématiques sélectionnés et le nombre de questions de recherche. Je parle ici de 78 questions de recherche. Nous avons parlé de l'élargissement d'intervention et aussi l'utilisation de ces programmes à travers différents secteurs. Et on a aussi voulu aborder les MGF transfrontalières et nous avons aussi essayé de mesurer les prévalences et nous avons aussi voulu examiner les systèmes sanitaires et les prestataires de soins pour voir leur niveau d'implication dans ces questions-là. Nous avons aussi voulu adopter des approches multisectorielles et intersectorielles et nous avons vu le domaine de changement de normes en matière de genre qui était le plus important, qui s'est avéré le plus important. Quant à la priorisation des questions de recherche, nous avons utilisé les données obtenues de l'enquête en ligne et nous avons aussi invité nos parties prenantes dans un atelier en ligne pour mieux cerner les domaines thématiques. Et on a mis ces questions dans des groupes différents pour nous permettre d'examiner les domaines thématiques différents. Et nous voulions retenir 3 questions maximum dans chaque domaine thématique. Nous avons aussi essayé de créer le consensus et nous avons donc identifié les 27 questions les plus importantes et puis après on a demandé des parties prenantes à donc évaluer l'importance de chaque question par rapport à leur impact potentiel et aussi l'équité. Ce que vous voyez ici, et quand vous lirez le rapport, vous verrez ceci. C'est toutes les questions de recherche et comment on les a sélectionnées. La première question, c'est comment est-ce que les prestataires de soins sanitaires et le système sanitaire utilisaient les preuves dans la prévention des MGF et la prestation de soins aux femmes et aux filles touchées par les MGF. Deuxième question, comment est-ce qu'une intervention en matière de MGF et activités relatives peuvent être mieux intégrées dans
dans les programmes d'éducation sociale, les programmes sociaux, économiques, de développement économique, entre autres. Troisièmement, c'était sur la mesure. Quelles sont les mesures justes de changement dans le domaine social et en matière de normes relatives au genre? Ces questions allaient nous permettre de savoir où nous situions, nous étions situés par rapport à ces questions-là. La quatrième question, c'était quelle approche était plus efficace dans la prévention de MGF à travers les pays qui ont des frontières communes. Ici, il s'agissait de MGF transfrontalière et nous sommes posé la question de savoir quelles étaient les interventions susceptibles de prévenir ce type de MGF. Nous nous sommes posé la question après, comment est-ce que les interventions pouvaient intégrer les approches centrées sur la fille pour apporter le changement social. Il y a des aspirations que nous avons intégrées à ces questions. Sixièmement, nous nous sommes demandé comment d'autres disciplines, par exemple la santé et les disciplines non sanitaires, pourraient être intégrées dans la lutte contre les MGF. Il y a donc d'autres domaines qui sont utiles, par exemple les questions de santé mentale et le travail social ou l'assistance sociale pourrait être utile. Et puis, 7, on nous a demandé comment on pouvait renforcer les partenariats et la collaboration avec les gouvernements, les agences onusiennes, les partenaires dans le domaine humanitaire, les OSC et le secteur privé. Les partenariats ont donc été très utiles et on s'est demandé comment on pouvait donc renforcer nos partenariats pour assurer le soutien nécessaire à ceux qui sont, ou celles plutôt qui sont touchés par ce fléau. Numéro 8, on s'est demandé comment les hommes et ou les garçons pourraient être impliqués de manière efficace en tant qu'alliés dans l'égalité des sexes et l'élimination des MGF. Comment est-ce qu'on peut les intéresser à cette question? Ainsi, on peut dire non à une demande d'excision pour une fille. On s'est demandé après quelles leçons sur l'efficacité des interventions est-ce que l'on peut voir dans la lutte contre les MGF, les VBG, les SDSR et le mariage précoce. Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de ce secteur? Et dernièrement, on s'est demandé quels facteurs spécifiques au contexte, quels mécanismes pouvaient motiver les communautés ou individus à arrêter la pratique des MGF. Plus on peut générer des preuves et intégrer les facteurs contextuels, mieux on pourrait mettre en œuvre des interventions dans ces domaines-là. Je vais maintenant parler de la mise en œuvre. Vous pouvez vous apporter à la diapo comme pertinente. Nous avons parlé de la relation de preuve et de la mise en œuvre du programme pour produire les informations nécessaires qui peuvent être utilisées. Il y a donc la question de comment on peut mesurer les preuves. Il faut donc veiller à ce que l'on dispose des indicateurs de mesure appropriés. Il faut aussi assurer l'utilisation de données du programme à travers le suivi et évaluation. Il faut aussi renforcer la capacité, notamment dans le domaine de suivi, évaluation et apprentissage. L'autre question, c'était la communication. Diapo suivante, je crois qu'il y a une diapo que vous avez sautée. Il y avait aussi la communication.
Excusez-moi, j'ai quelques problèmes avec la technologie, dit-elle, pour ce qui est de diapos. Il y a un diapo que l'on recherche. Non. Reculer un petit peu. Oui, là. Je suis désolée, c'est ma souris qui a des problèmes, a dit Déborah, qui est chargée des diapos. Veuillez l'excuser. Est-ce que vous pouvez m'indiquer? Oui, si vous pouvez vous arrêter ici, c'est bon. La diapo suivante, qui suit celle-ci, celle-là qui parle de la communication. Oui, non, pas encore, on n'y est pas là. On n'y est pas encore. Là. Excusez-moi. Alors, l'autre domaine, c'est la L'autre domaine, communication. c'est la communication. Comment faire en sorte que ces preuves soient communiquées, partagées et disséminées? Parce que des fois, les preuves sont inaccessibles ou ils sont là, mais inaccessibles. Mais comprendre comment les informations et le savoir coulent. Cela est important pour s'assurer que l'on satisfait les cibles, les différents groupes qu'on recherche pour pouvoir avoir l'impact que vous recherchez et aussi pouvoir dialoguer avec ces conseils nationaux de la lutte contre la mutilation génitale. Et ça, c'est très important pour l'épreuve. La suite. Donc, le changement de culture pour la production des preuves. Ici, nous avons identifié plusieurs parties prenantes qui ont un rôle à jouer pour faire changer cette culture, s'assurer que les preuves ou les interventions que nous mettons en place sont propulsées par des preuves. Et une des parties prenantes, c'est la communauté des bailleurs pour s'assurer que l'on place cette valeur scientifique et de la recherche et aussi pour s'assurer que les interventions qu'ils soutiennent sont orientées par des preuves et il y a aussi l'appropriation au niveau local et s'assurer également qu'il y a la collaboration surtout avec les gouvernements, avec les agences des Nations Unies pour s'assurer que on a un recours à des preuves, surtout dans la conception des interventions et aussi dans la mise en œuvre de ces interventions. Pour conclure, il nous fallait pouvoir permettre la mise en œuvre de cet agenda. Nous avons plusieurs domaines pour avoir une certaine redevabilité et des rôles aussi pour avoir des parties prenantes pour pouvoir rassembler des gens pour parler des nouvelles preuves qui émergent, que ce soit le test de certains de ces outils et d'adapter l'adaptation de nouveaux outils par rapport aussi à des preuves qui sortent pour pouvoir faire la surveillance et aussi la gestion du savoir et la communication et l'assistance technique et le renforcement des capacités. Je vais m'arrêter là et je vous en remercie. Merci beaucoup, Daniel, et nous nous excusons pour la fluctuation. Alors, donc, la réunion est enregistrée, donc nous aurons les rapports. Nous allons maintenant à la présentation suivante. Je vais maintenant inviter Dr. Christina Palito, qui est scientifique au département de la santé sexuelle et de la reproduction et sexuelle à l'OMS à Genève. Alors, elle va nous parler de l'excision.
Merci et bonjour où que vous soyez. Très contente d'être là pour lancer ce nouveau document dans la recherche sur l'excision qui est un compagnon à l'agenda de la recherche. Est-ce qu'on peut passer aux premières diapositives? Il y a eu des écarts de recherche qui ont été identifiés dans l'agenda de recherche et dans la priorisation de la recherche. Pour remplir ces écarts, il nous faut des preuves de bonne qualité. Il nous faut des preuves de haute qualité qui sont basées sur la recherche qui va sortir de cet agenda de recherche et cela formera la base pour la prise de décision pour les décideurs politiques et pour les programmes, pour la mise en œuvre des programmes, pour mettre en terme la mutilation génitale féminine. Et cette recherche doit être d'une très bonne qualité. L'un des principes d'une recherche éthique, c'est d'avoir une valeur scientifique et sociale élevée. Le contenu de l'information, la qualité doit être élevée et pertinente aux communautés et aux individus qui participent à cette recherche. Et il faut que l'on fasse la contribution à la santé, au bien-être des populations qui font partie de ce processus de recherche. Et également, à la base de cela, c'est respecter les droits des participants, leur sûreté, leurs droits, le bien-être des participants. Et aussi, pour les chercheurs, ça, c'est la fondation d'une recherche de bonne et de haute qualité. Nous le savons tous que la mutilation génitale féminine est une question sensible. Nous savons qu'il y a des principes éthiques qui s'appliquent à tout type de recherche et qui impliquent les êtres humains. C'est important que nous ayons certaines orientations et directives sur certains principes éthiques à cette thématique pour nous assurer que les chercheurs sont sûrs, les participants sont sûrs et que les informations sont cueillies de manière qui est appropriée et sensible. Les principes d'éthique en matière de recherche sont associés à certains des principes de la médecine, tels que de ne faire pas de mal. Les prestataires de santé et les médecins ont le meilleur intérêt de leurs patients en tête et ce sont les mêmes principes de respecter la dignité, la vie du malade. Ça, c'est à la base de ces principes éthiques. Malheureusement, il y a eu des atrocités qui ont été commises au nom de la recherche et de la science. Et à cause de cela, on a eu une série de codes normalisés et de considérations pour guider cette recherche d'éthique dans toute thématique. Ce document que vous voyez sur l'écran, les directives éthiques internationaux pour la recherche impliquant des êtres humains, ce sont des normes sur comment vous pouvez vous assurer que vous respectez les droits des participants dans tout type et dans toute étape de recherche. Voici certains principes qui s'appliquent à toute la recherche. Comment vous les appliquez à des différentes thématiques pour varier. Mais à la base, voilà les principes de base qui sont importants pour la recherche par rapport à des directives à l'excision. Le respect à la dignité humaine, il s'agit de s'assurer que le bien-être des participants est respecté, leur corps, leurs esprits, leur communauté sont respectés dans la cueillette des informations. Ils ont l'autonomie, ils peuvent décider s'ils veulent participer ou ils vont participer. Ils ont donc la liberté de faire les choix calés. La vérité, c'est le partage d'informations. Les participants comprennent quels sont les objectifs de cette recherche, quel type d'informations on va cueillir et comment on va s'en servir. C'est important que cette information soit communiquée pour que les gens puissent prendre des décisions qui sont informées, donc pour avoir le consentement. Donc, et cela doit avoir le consentement approprié. La justice, c'est s'assurer que les participants sont traités de manière égalitaire et de manière juste et respecter des vulnérabilités qu'ils peuvent avoir ou bien que certains groupes
aurait pu souffrir. La bienfaisance, c'est que la recherche doit bénéficier ou profiter aux populations et de ne pas leur faire du mal. Pour développer ou élaborer ce document, nous avons examiné plusieurs directives éthiques. Il y a des directives internationaux que nous avons vues. Il y a également des directives éthiques par rapport à d'autres thématiques sensibles telles que la recherche sur la violence contre les femmes, la santé de la reproduction et sexuelle, des directives éthiques élaborées par l'OMS. Nous avons des consultations avec des groupes consultatifs. Ce sont des personnes qui ont de l'expertise et de l'éthique en général et la recherche sur des questions sensibles, ceux qui travaillent sur des programmes de recherche sur la mutilation génitale féminine. Nous avons donc un processus de revue pour élaborer ce document et nous sommes contents de pouvoir le vulgariser maintenant. Le document est structuré autour de 4 étapes de recherche et comment on applique ces principes d'éthique que j'ai évoqués à chacune de ces étapes du processus, à commencer avec l'étape précoce de la conception de l'étude, lors de la mise en œuvre, lors de la cueillette de données et aussi lors de l'analyse et la dissémination et de ces recherches. Nous avons élaboré plusieurs scénarios hypothétiques pour que les chercheurs puissent examiner certaines situations qui peuvent se produire dans le contexte de la recherche sur l'excision et comment ils peuvent faire face à certains de ces dilemmes d'ordre éthique qu'ils peuvent avoir et comment les surmonter. Il y a une liste de vérification pour chacun de ces processus et une manière pratique de travailler sur ces processus pour s'assurer que la recherche adhère à tous ces principes. Le public visé, c'est des chercheurs qui veulent entreprendre une recherche, les comités d'éthique sur la recherche et des conseils de révision qui vont revoir les protocoles, qui vont revoir les plans de recherche. Et nous avons aussi un utilisateur pour ces résultats de recherche pour comprendre ce processus de recherche et ce que cela prend pour faire cette recherche. Ici, c'est pour dire que les principes d'éthique s'appliquent à tout type de recherche au sein de la recherche sur l'excision. Il y a différents types de conception d'études, différents types de méthodologies qui peuvent être utilisées, des études descriptives qui peuvent être sous forme de graphiques basées sur la population. Mais l'idée, c'est que ça ne change rien de manière spectaculaire, mais c'est de décrire une situation. Il y a des études pour observer des différentes associations respectées et aussi lorsqu'on teste quelque chose, il y a des études dans lesquelles vous allez tester et des programmes avec des conceptions expérimentales ou les groupes d'intervention, des groupes de contrôle. Ça peut être quasi expérimental. Il peut y avoir aussi une recherche de mise en œuvre. Pourquoi et comment les différentes interventions se feront. Alors, les principes d'éthique s'appliquent dans toutes ces facettes. Il peut y avoir des considérations différentes en fonction de l'étude. Il faut les prendre en compte. En général, il faut les respecter, quel que soit le type d'étude, quantitative, qualitative, collecte des données. Dans chacun de ces parties, nous avons identifié certains des domaines qui peuvent être considérés dans la recherche, dans une recherche éthique, la conception de cette étude. Décrire comment cette étude satisfait un besoin. Pourquoi l'étude est-elle faite? Cela est lié aussi à la valeur scientifique et sociale de la recherche. L'importance de dialoguer avec la communauté au début ou dès le début. Nous avons entendu parler de quelqu'un qui a parlé dans ses remarques par dialoguer avec les parties prenantes, identifier des risques potentiels aux participants pour éviter du mal non voulu et pour avoir des procédures pour documenter et s'adresser à de tels événements. S'assurer que la qualité scientifique est respectée et la méthodologie appropriée est déployée. Sélectionner de manière soignée les équipes de la collecte des données
s'assurer qu'ils sont au courant de qui voudrait partager des informations avec qui, s'assurer qu'il y a des mécanismes de soutien en place pour les membres de l'équipe de recherche et aussi pour les membres de la communauté. Donc, il faut des questions de protection, de soutien psychosocial pour les équipes et aussi pour les participants. Ça, c'est très important pour identifier cela dès le début du processus. Ensuite, lors de la mise en œuvre de cette étude, c'est important que les procédures soient respectées pour soutenir l'équipe de recherche et également soutenir les participants et qu'il faudrait que l'on s'assurer qu'il y a assez de consentement qui est fait au cours de l'échange, la mobilisation, la sélection des participants au sein des communautés, aussi des entretiens individuels ou des groupes de discussion dans des espaces sur la confidentialité. Comment s'assurer qu'il y a la sûreté des données, la confidentialité lorsque les données sont stockées. Qui y a accès pour s'assurer que les questions de confidentialité telles que promises lors du consentement soient mises en place et prendre toutes les mesures pour minimiser les risques aux participants. Et ça, c'est un point très important. Ensuite, nous avons l'analyse et la dissémination des données. Lors de cette étape, nous devons nous assurer que les processus de présentation de ces résultats sont anonymes et que nous avons des limitations de ces études qui doivent être indiquées. Comment nous pouvons généraliser ces résultats, à qui sont pertinents ces résultats, que les résultats sont appropriés au niveau local et qu'il y a des mécanismes pour les partager par avance et s'assurer qu'il n'y a pas de stigmatisation dans le partage de ces éléments et aussi participer au dialogue avec les parties prenantes sur les résultats. Ceux qui sont vulnérables dès le début doivent faire partie de ce processus. Il y a également aussi le renforcement des capacités des autres membres de l'équipe de recherche qui peuvent élaborer des études supplémentaires et aussi pour donner les prestataires des soins de santé et aussi les organisations communautaires. Cela pourrait être approprié aussi. Et rendre disponible des résultats dans un format acceptable. Il peut y avoir quelqu'un qui voudrait en profiter pour ses recherches, quelqu'un d'autre pour la dissémination, par exemple. Donc, il n'y a pas seulement un lecteur pour disséminer ces résultats, mais cela doit être approprié pour ces canaux. Et cela doit se passer aussi au niveau local, au niveau national. Il y a la transparence des résultats, que les résultats soient positifs ou négatifs. C'est important de les communiquer correctement. Ensuite, pour résumer, certains des principaux points, c'est de ces principes qui s'appliquent à toutes les étapes, à tout type de recherche et à chaque étape de cette recherche. Si vous ne pouvez pas vous assurer que votre recherche respecte ces principes d'éthique, alors cette étude doit s'arrêter. C'est aussi important que les droits et la sûreté des participants et des chercheurs soient toujours respectés et protégés lors du processus. Je vais m'arrêter là, mais je voudrais remercier plusieurs personnes. Alors, l'élaboration de ce processus était un effort d'équipe et je suis vraiment reconnaissant aux membres qui ont participé à la rédaction de ce document. Et il y a des ressources supplémentaires que vous pouvez trouver dans le diapositive suivant sur la mutilation génitale féminine et aussi sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Krishna. Maintenant, nous aurons une discussion de panel suivie par questions et réponses. Je voudrais présenter Dr. Vizal Ahmed, qui est conseillère technique à l'OMS. Elle se focalise pour de travail avec le ministère de la Santé pour renforcer les efforts pour lutter contre la mutilation génitale féminine. Merci beaucoup, le Dr. Vizal.
Merci beaucoup, Esther, pour cette bonne présentation. Je voudrais accueillir nos membres du panel. Très content de pouvoir vous présenter Selma Abokassen, qui est chercheur social et praticien de développement avec plus de 11 ans d'expérience et avec un palmarès de travailler dans l'équité de genre, la santé sexuelle et de reproduction, les réfugiés et la migration. Il travaille en tant que responsable de programme au Conseil de la population basé en Égypte. Je voudrais commencer par vous demander, Selma, d'après votre expérience dans la recherche en Égypte, comment les chercheurs tels que vous-même facilitent la production et l'utilisation des preuves pour renforcer la programmation sur la MGF lors de cette période pour avoir des cas zéro de mutilation génitale féminine? Merci. Tout d'abord, je voudrais dire félicitations pour le lancement de cet agenda et de l'orientation éthique. C'est très important et je suis contente d'être ici. Merci de votre question. D'après mon expérience, de par mon expérience, la communication et la participation des parties prenantes dès le début de la recherche est primordiale. Que ce soit les parties prenantes qui sont l'État, les ONG locales, les organisations communautaires, le secteur privé, etc. Et nous faisons cette recherche non seulement pour produire du savoir, mais pour faire en sorte que cette recherche guide la formulation des politiques pertinentes et que cela aide dans les programmes et les interventions sur la MGF et aussi effectuer des changements sur le terrain. En travaillant sur la mise à point de ce MGF, nous devons impliquer les entités concernées dès le début pour identifier les priorités pertinentes en matière de la recherche pour s'assurer que nous nous adressons à ces écarts de recherche. Aussi, leur acceptation, essayer de garantir que c'est une route, c'est une voie à deux sens. On ne peut pas travailler en isolement. Nous n'avons pas voulu voir nos rapports et nos documents qui sont dans les étagères sans que personne ne s'en serve. C'est là où les chercheurs font face à des défis. Donc, nous sommes en quelque sorte vus comme étant très théoriques, incapables de communiquer la recherche de manière simple, de manière efficace, en utilisant le langage des praticiens et des décideurs politiques. Alors, mais voilà où se trouve le problème. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le type de recherche que nous essayons de produire et il y a eu quelques résistances au début. Ce que nous avons fait donc, c'est que nous avons organisé de multiples réunions des parties prenantes pour nous assurer que nous bâtissons la confiance avec ces entités et pour nous assurer que les domaines de recherche que nous examinons et où nous essayons de produire du savoir et les résultats sont pertinents à ces parties prenantes qui vont pouvoir travailler sur le terrain. Alors, sur cette base, nous avons pris, je me rappelle que l'une des parties prenantes, le Conseil de la population en Égypte, qui est une entité quasi étatique et qui menait les travaux sur les éléments dans le pays et qui nous ont dit assez franchement que qu'en est-il si vous nous apportez, vous venez avec l'équipe de recherche pour faire en sorte que l'information sur la mutilation génitale féminine est alignée avec la nôtre? Et certainement, c'était aligné. Mais cela a en quelque sorte préparé le terrain pour un partenariat renforcé. C'était
en quelque sorte, ça a mené à une coopération fructueuse. Donc, nous avons vu que le Conseil national pour la population qui venait nous voir avec des questions particulières voulait ajouter quelque chose à la recherche qui se faisait. Par exemple, il voulait entreprendre une analyse des médias sociaux sur la mutilation génitale féminine, c'est-à-dire voir si le contenu et les interactions autour de la question de l'excision existent dans les médias sociaux. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été encore fait en Égypte. Et certainement, cela aide à avancer notre recherche et qui nous donne des preuves actualisées sur les innovations technologiques telles que les médias sociaux et ses relations aux pratiques traditionnelles, telles que faire intervenir le monde technologique et les pratiques traditionnelles. Et je pense que cela aussi a aidé à renforcer notre méthodologie. Je me rappelle qu'il y avait une recherche sur la médicalisation de la MGF, et, étant donné que c'est prévalent en Égypte. Et on a proposé avoir une approche, avoir des vues des professionnels médicaux et des prestataires de santé. Les résultats de cette recherche nous ont vraiment aidés, avec un résultat qui a montré que les professions, le corps médical n'a pas beaucoup d'informations sur la mutilation génitale féminine. Ce corps médical, avec ce manque d'informations, cela pourrait pousser les pratiques encore plus et les rendre et faire en sorte que les pratiques, les professionnels peuvent entreprendre ces pratiques sur le terrain, par exemple. Alors, donc, l'une des recommandations qui est sortie de notre recherche, c'est qu'il nous faut intégrer l'information autour de la MGF dans les écoles de la médecine. Et cette proposition a été adoptée par le Conseil national de la population qui a mené ces efforts où on a traduit cela en une politique qui a été intégrée à 16 universités, à des écoles de la médecine en Égypte, et qui était un grand pas en notre faveur. Et certes, sur les travaux autour de l'abandon de la MGF. Alors, pour répondre à votre question, l'idée, c'est de communiquer efficacement et de manière effective avec les parties prenantes dès le début pour s'assurer que les objectifs de la recherche sont alignés et sont pertinents à tous pour voir par la suite le changement qui s'effectue en matière de politique sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Selma, pour votre réponse détaillée et pour nous avoir donné cet exemple. À cause du temps, je voudrais aller maintenant à notre deuxième intervenant. Si nous avons le temps, je reviendrai pour un deuxième tour de questions. Je vais maintenant aller à notre deuxième membre du panel, professeur Mamadou Baldé, qui est obstétricien et gynécologue. Et il a eu plusieurs postes de responsabilité dans un hôpital universitaire et aussi à l'université de Conakry. Actuellement, il est directeur du Centre pour la recherche dans la santé de reproduction en Guinée. Il a effectué plus de 30 projets de recherche dans la santé de santé de reproduction et la mutilation génitale féminine. Professeur Mamadou, soyez le bienvenu. Et comme vous savez, la production des preuves et l'utilisation de celles-ci pour renforcer les programmes sur la mutilation génitale doivent être accélérés pour arriver aux incidences zéro d'ici 2030. De votre expérience, professeur, à faire de la recherche sur l'excision en Guinée,
quel dilemme éthique les chercheurs peuvent-ils faire face et comment est-ce qu'on peut les surmonter? Oui, je vous remercie. Thank you very much. I think Merci beaucoup. The biggest problem is Le plus gros problème, is first non-compliance. tout d'abord, la prohibition non-conformité avec la liste, la préliste, of the prohibition of FGM l'interdiction de la MGF by the traditional exercises par and the les HIF praticiens card providers. traditionnels et les And the prestataires HIF de card services de providers. santé. The second dilemma is Le the deuxième dilemme, c'est que la is MGF in Guinea is considered as en a Guinée social est norm considérée comme une norme sociale by the community, par les communautés leading to persistence of the et ce qui praxis. mène à la pérennisation de cette pratique. And that is very hard for us because Et ça, c'est difficile pour nous we have a very difficult, parce que nous difficult for avons, changing social c'est norms très difficile de changer ces normes sociales and for the community to accepting pour que la the communauté abandonment accepte l'abandon of the FGM. de cette pratique. The third is the non-reporting of Il y a case aussi la of non-documentation des cas the FGM. de la mutilation génitale féminine. On the third is the non-enforcement of La legal tâche est la non-application des of the textes legal and the juridiques regularity et aussi des textes réglementaires against the praxis. qui visent à éliminer la pratique. This is a very important situation what we constate in the Cette field. situation est très grave et donc présente des problèmes très importants. Professeur, Yeah. la crainte de signalisation de MGF et la pratique Oui. aussi donc est entravée par le fait que c'est une norme acceptée. Il y a aussi eu des dilemmes lors de la réalisation de recherche. Est-ce que vous avez des suggestions sur comment l'on peut donc traiter cette question par rapport au MGF? I think we have many Je pense levels. que nous avons des interventions à plusieurs niveaux. The first level is about premier niveau, plutôt nous avons plusieurs niveaux. Il y a premièrement on the level of le the niveau HIF card provider. de prestataires de soins de santé. Because we have to ensure Étant that donné qu'il faut veiller à ce que the HIF card provider les respect the ethic. Ces personnes-là, ces travailleurs-là doivent respecter l'éthique. Because the Et practice ce, of parce excision que la pratique de l'excision by HIF card provider par persist in les Guinea. prestataires de soins de santé persiste en Guinée. Donc, ils sont complices. That is 30% in our last study. Il y a 30% d'excision réalisée au niveau des structures sanitaires, selon la dernière étude que nous avons réalisée. Malheureusement, quand vous faites des interviews, if you ask them, they say they don't. Si vous leur demandez, ils disent qu'ils ne le font pas. Voilà. That's the first level. The second level That's the first level. The second level, plutôt le deuxième niveau, concerne the traditional exercises. Les excisos traditionnels. We have Ça, c'est la deuxième question. Il faut renforcer
the sensibilization, les awareness activités de of the rising sensibilisation of the pour, exercises, pour que les exciseuses soient make informées du danger another de ce thing. fléau. The second step is to La deuxième pérenniser étape, c'est de pérenniser and to monitoring et aussi d'assurer le suivi ou la of surveillance income generating activity. de la situation et aussi introduire les activités génératrices de ressources. At the community level, Au niveau communautaire, we have two steps. il y a deux niveaux. The first step is awareness Premièrement, rising. Awareness il rising. y a donc la sensibilisation ou la conscientisation du public. First, in the D'abord, il s'agit des prestataires de soins de santé. Au niveau des structures de santé, il faut sensibiliser on the ANC client sur les soins nécessaires. ANC, antenatal care client. C'est-à-dire que, notamment pour les clients qui cherchent les soins prénataux. I am sorry, I can't translate it for you. Pour les Je suis désolé, je ne peux pas. Oui, les consultations prénatales in French. The second is the community as la communauté aussi on the harmful consequence of FGM. Et informer des conséquences néfastes du MGF. And the second step is the clarification. La deuxième étape, c'est la précision. About confusional terminology. Ou la précision de la terminologie et aussi l'élimination de toute confusion. Merci beaucoup, professeur. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? No, attendez. Between FGM and excision in French or cutting in English. Donc, il y a les MGF, la mutilation génitale féminine, et l'excision. Et en anglais, les termes sont différenciés aussi. That's it. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup, professeur. J'apprécie cela. Ouais. J'aimerais passer au troisième membre de notre panel. Il s'agit de Samuel Kimani, qui est expert en matière de santé et aussi professeur principal au Centre africain pour l'abandon des MGF, qui est situé à l'Université de Nairobi au Kenya. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et aussi dans les questions de santé au niveau mondial. Il a travaillé en étroite collaboration avec les chercheurs, les décideurs, les chargés de programme à travers les activités de renforcement de capacité et de sensibilisation en faveur de l'abandon de MGF. Bienvenue, le docteur Kimani. Puisque nous voulons accélérer les progrès pour atteindre l'ODD 5.3, il est nécessaire pour les programmes de disposer, ou plutôt d'avoir un impact viable. Sur base de votre expérience en tant que chercheur qui travaille avec ceux qui travaillent sur la question au Kenya, comment est-ce que les chercheurs peuvent travailler de manière efficace avec les personnes chargées de l'exécution de programmes pour avoir un impact pérenne? Merci beaucoup, Wizala. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette réunion. Je suis heureux de partager mes expériences sur les MGF et aussi de parler de la recherche que nous avons menée. La recherche est très importante parce que nous
générons des données et nous devons disposer des preuves de qualité. Vous m'entendez? Faut-il savoir? Oui, allez-y, on vous entend très bien. Ces preuves ne doivent pas rester dans les bibliothèques. Il faut qu'elles soient utilisées pour des interventions au niveau de la communauté et notamment pour sauver les filles et les filles qui font face à l'excision. Nos chercheurs sont donc parmi les masses et aussi parmi les experts. Il faut donc combler les lacunes qui existent dans cet arrangement. Il faut aussi que la recherche puisse aider le développement d'outils qui peuvent être utilisés par les partenaires dans cette lutte. Comment est-ce qu'on peut élaborer des outils? Pour ce faire, il faut des preuves crédibles et de bonne qualité que l'on synthétise en un langage qui peut être compris par les chargés de programme et les communautés. Et je suis très heureux de voir que l'engagement avec les parties prenantes se réalise. Et donc, il faut que l'utilisation des produits puisse améliorer les résultats finaux des informations et aussi pour actualiser les outils. L'utilisation des outils ne suffit pas, il faut aussi renforcer la capacité en formant les utilisateurs des preuves. Il faut les former à utiliser les outils. À titre d'exemple, souvent on voit que les médias et les communautés utilisent les taux de prévalence, mais derrière les taux de prévalence, il y a des êtres humains, des femmes et des filles qui subissent des complications sanitaires. Il faut que les gens comprennent les effets, même psychologiques, pour que l'on puisse apprécier l'impact effectif, l'impact réel des MGF. Je trouve que la collaboration entre les chercheurs et les communautés peut avoir un impact viable par plusieurs pistes. Il y a la question de viabilité. Quand on a des preuves et que les décideurs et les communautés les ont utilisées, les communautés peuvent donc aider dans la mise en œuvre des programmes qui sont en place. Et c'est de cette manière que nous arrivons à assurer la viabilité. Nous avons la responsabilité morale de générer des données et aussi d'aller vers les communautés pour leur dire, voilà les résultats de notre recherche. Et on peut voir que si vous arrivez à faire 1, 2, 3 choses, on pourrait donc éliminer cette pratique néfaste. Il faut donc accompagner les membres de la communauté, les montrer, les impliquer dans les recherches et leur montrer que les résultats peuvent les aider dans leurs interventions. Je vous donne un exemple. Nous avons des outils de haut niveau, par exemple des plans d'action, des ensembles de services pour les communautés. Pour les élaborer, il faut mener des analyses situationnelles et aussi entreprendre de la recherche documentaire. Nous avons réalisé une recherche à Migori et au Kenya et les comtés disent que le document qui a été produit, c'est un élément qui manquait, qui peut aider le gouvernement, les autres parties prenantes ainsi que la communauté dans la lutte contre le fléau de MGF. C'est à ce niveau qu'il faut être très clair parce qu'en ce faisant, nous allons travailler en synergie les uns avec les autres et maximiser les ressources disponibles. Je suis heureux de voir que les bailleurs de fonds sont présents dans ce webinaire. Nous savons que lorsque les recherches fiables sont réalisées plutôt, les communautés peuvent améliorer leur approche et en fin de compte, on finira par avoir
une bonne utilisation des ressources financières. Et dernièrement, il ne faut pas attendre jusqu'à la fin pour commencer à communiquer les informations que vous découvrez. Il faut le faire dès le départ ou après une courte période de recherche. Ainsi, les parties prenantes peuvent anticiper les résultats. On peut travailler avec les organes de régulation et nous avons commencé, par exemple, à impliquer le gouvernement dans l'élaboration de politiques. Et au cours du processus, on leur dit, il y a une recherche, une étude de recherche qui est en cours. Et à la fin de l'étude de recherche, ils sont déjà sensibilisés et on assurera l'impact de notre étude de recherche. Et enfin, je sais que même en menant de la recherche et en trouvant des preuves, il faut aussi impliquer les médias qui sont très utiles et qui constituent un outil très puissant. Il s'agit des médias sociaux et des médias traditionnels. Les jeunes, surtout, utilisent les médias sociaux, alors que les personnes plus âgées utilisent les médias traditionnels. Les médias doivent être aussi appuyés pour qu'ils puissent mieux utiliser les résultats de recherche et ne pas donner la priorité à des choses qui ne sont pas importantes. Permettez-moi de vous donner un feedback que j'ai obtenu. Nous avons travaillé avec le Conseil de lutte contre les MGF au Kenya et on les a aidés à développer les politiques pouvant aider la lutte dans la pratique des MGF. On m'a dit, Samuel, voilà ce dont nous avions besoin. Il faut que les gens sortent des bureaux pour convertir les preuves en pratique. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons utilisé toutes les preuves que vous avez générées de votre recherche et nous avons élaboré un plan d'action et nous avons aussi élaboré un ensemble de services qui aura un impact sur notre communauté, dit le directeur de ce programme. Voilà un résultat louable. Merci. J'aimerais remercier tous les panélistes. Ce qui est ressorti dans la conception de la recherche et sa mise en œuvre, c'est l'implication de toutes les parties prenantes dès le départ jusqu'à la fin. Il faut aussi inclure les médias comme le docteur Kemani nous a dit. Il faut aussi respecter les principes éthiques lors de la mise en œuvre des programmes de recherche. Il y aura des dilemmes d'ordre éthique qui peuvent surgir selon le contexte dans lequel on se trouve. Sans plus attendre, j'aimerais maintenant passer la parole à Esther, qui va maintenant se charger de la séance qui va suivre. Merci, Dr Ahmed, Dr Kemani, Professeur Baldé et Salma. Nous allons passer à la séance de questions et réponses. Et je dois m'excuser parce que nous avons quelques défis avec la fonction de chat. Nous avons 15 minutes qui nous restent. Utilisez la fonction chat, s'il vous plaît. J'aimerais inviter Harriet Akulu à faciliter la séance avec UNICEF. Bienvenue. Merci beaucoup, Esther. Merci tout le monde pour être présent dans ce webinaire et pour ce lancement. J'aimerais commencer en reconnaissant tous les commentaires positifs dans la fonction chat. Continuez à communiquer par cette voie. J'ai compris qu'il y a eu un petit problème avec la fonction chat. Si vous ne trouvez pas de réponse, les réponses à vos questions immédiatement, je vous assure que nous allons veiller à ce que vous puissiez recevoir vos réponses dans vos emails. Je vais poser des questions à des panélistes. Une des choses qu'on aimerait savoir, et ce qui serait intéressant, c'est d'entendre vos
réflexion sur les féministes qui mènent des recherches sur les MGF et les perspectives féminines. Où est-ce qu'on peut articuler ceci dans les projets de recherche sur les questions qui sont engendrées? Salma, je vais vous passer la parole là. Essentiellement, il serait intéressant d'entendre vos réflexions sur les approches féministes dans la recherche sur les MGF et aussi la perspective éthique des féministes. Où et comment est-ce qu'on peut articuler de manière explicite ceci dans les questions de recherche qui sont engendrées? Je pense que pour commencer, il faut comprendre comment la prise de décision se fait. On a réalisé un projet il y a un mois dans un certain nombre de pays dans le cadre du programme de recherche visant à mettre fin au MGF. Le projet a été réalisé en Égypte et au Soudan. Cela nous donne une bonne compréhension des types des paradynamiques et la pondération accordée. Par exemple, la prise de décision des femmes est-elle compromise ou est-ce que ce sont les femmes qui prennent leurs propres décisions autour de MGF? Cela nous aiderait à comprendre le type de rôle que les femmes ont dans la prise de décision. Voilà brièvement ce que j'aimerais dire. Merci, Salma. Je ne vais pas demander à chaque panéliste de donner leur perspective sur la question par faute de temps. J'aimerais que nous puissions couvrir le plus grand nombre de questions possibles. Denis, je pense que cette question est à vous. En tant que jeune personne, j'aimerais savoir s'il y a une méthode qui facilite la tâche pour les étudiantes de mener des recherches sur les MGF. J'aimerais faire cela. Donc, vous voyez qu'il y a des étudiants qui aimeraient travailler dans le domaine. Denis, est-ce que vous avez quelques idées là-dessus? Merci beaucoup. Et merci à celle qui a posé cette question si importante. J'aime comment on demande s'il y a une méthode plus facile. Je ne vais pas vous proposer une méthode facile. Les méthodes que nous utilisons sont éclairées par les questions de recherche que vous retenez. Ce que j'aimerais dire est que si vous regardez le programme de recherche, c'est un des domaines que vous pouvez adopter. C'est un domaine qui a été mis en exergue dans la revue de littérature. Vous pouvez donc commencer là. On a identifié des lacunes et on s'est demandé quelles sont les questions de recherche possibles que l'on a. Vous avez maintenant toutes ces questions que, en tant qu'étudiant, vous pouvez les examiner et vous allez voir que ces questions sont assez générales et vous pouvez donc les préciser mieux. Et puis, il faut vous demander s'il faut utiliser des méthodes qualitatives ou quantitatives. Quel type d'approche vous faut-il? Et puis, vous allez développer vos objectifs de recherche et puis après, vous allez voir les outils qui seront nécessaires pour vous permettre de répondre aux questions de recherche. En général, je dirais que nous avons un endroit par où vous pouvez commencer parce que nous avons identifié des lacunes. Avec l'aide de votre directeur de thèse, vous pouvez commencer à désagréger ces questions en domaine d'intérêt et choisir la meilleure méthode
Donc, un membre du panel peut répondre par rapport à ceux qui pratiquent dans ce domaine. Donc, les domaines de discipline comme contributeurs à la lutte contre les MGF, la contribution de la loi sont évidentes. Je pense les médias sociaux sont significatifs. Donc, les chansons, etc., doivent être examinées de manière systématique en Afrique et dans la diaspora. S'il y a des personnes qui sont bien placées pour le faire, c'est plutôt un commentaire. Mais s'il y a un membre du panel qui peut les traiter, s'il y a un membre de l'équipe qui peut dire quelque chose, vous avez la parole. Vous pouvez prendre la parole plutôt. Sinon, nous avons un certain nombre d'autres questions. Je m'en vais poser ces questions. Le fossé numérique est une des questions qui a été mise en exergue durant la pandémie COVID-19. Comment est-ce que cela a été pris en compte quand on réalise des recherches en ligne et dans la diffusion des résultats pour veiller à ce que les questions de FMGF sont tenues en compte et peuvent être utilisées par les femmes. Merci. Je pense que c'est une question importante et un point qui est très important, c'est l'importance de disposer d'une revue éthique avant de lancer le projet de recherche. Ainsi, les comités de revue peuvent identifier les préoccupations autour de la génération d'informations. Il faut se demander comment est-ce que les données sont collectées, comment est-ce qu'on s'assure d'un consentement éclairé, comment est-ce qu'on stocke les données, comment est-ce qu'on les diffuse. Voilà les types d'enquêtes qui se font en ligne. Dans le contexte de recherche, et il faut que cela se fasse à l'aide d'un processus de revue éthique. Les pays disposent de ces mécanismes, je crois. C'est un domaine émergent. Donc, je vous conseillerais de consulter les documents auxquels je me référais, qui a une section qui parle de ces questions-là et de la collecte en utilisant diverses méthodes. Merci beaucoup, Christine. J'aimerais, moi je reconnais les jeunes chercheurs qui sont dans le groupe, il y a une question spécifique que le docteur Samuel pourrait peut-être prendre. J'aimerais demander quels conseils les panélistes ont pour les chercheurs qui ont des problèmes à trouver des journaux évalués par les pairs. Vous êtes professeur d'université, M. Kemani, vous pouvez répondre à cette question. La question des journaux de recherche pose recherche aux jeunes chercheurs. Vos directeurs de thèse pourraient vous aider par rapport aux journaux dans lesquels vous pouvez publier. Dans ce panel, vous pouvez partager ceci avec notre organisation ECAF et nous pourrons vous aider à trouver un endroit ou plutôt un ouvrage dans lequel vous pouvez publier votre travail. Il y a aussi la question de ressources financières parce que parfois on vous demande de verser une certaine somme d'argent avant de publier. Donc, on peut vous aider à publier. La chose la plus importante est que votre manuscrit doit être de bonne qualité et aussi, je dois
je dois répéter que nous pouvons vous aider à cet égard pour produire un document acceptable aux maisons de publication. Merci beaucoup, docteur, et aussi d'avoir aussi voulu aider les jeunes. J'ai une autre question que Denis pourrait donc aborder. Est-ce que nous avons des preuves de résultats de recherche qui parlent de l'efficacité de lois conçues pour éliminer les MGF? Est-ce que nous avons de tels projets de recherche? Bonne question. J'aimerais la référer au deuxième document auquel je me suis référé. Nous entrons en détail par rapport aux lois qui ont été adoptées et à quel niveau elles sont efficaces. Les lois sont importantes pour assurer un environnement dans lequel les interventions peuvent fonctionner, mais la loi en elle-même n'est pas efficace. On ne peut pas interdire les MGF et s'attendre à ce que les gens arrêtent de la pratiquer. Il faut que cela soit soutenu par d'autres interventions qui pourraient être efficaces. Un autre domaine que nous voyons, c'est en effet un revers où la loi, pour s'assurer que cela affecte comment les gens pratiquent l'excision. Et les gens cherchant des endroits où ils peuvent ne pas être arrêtés. Cela, en quelque sorte, fait en sorte que nous commençons à voir comment nous pouvons impliquer ces personnes. Et cela interpelle d'autres interventions, que ce soit les dialogues communautaires, etc. On ne peut pas seulement dépendre de la loi en tant que telle pour pouvoir apporter du changement. Alors, et il faut que d'autres interventions viennent s'appuyer pour que l'on puisse efficacement mettre un terme à cette mutilation génitale féminine. Merci. Merci beaucoup, membres. Vous pouvez accéder à l'état de ces preuves. Le lien a été partagé, comme Nankali a dit dans ses remarques. Il y a aussi des réflexions liées à la loi et au MFG. Alors, je pense que nous n'avons pas assez de temps. Il y a beaucoup de questions. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Et après cette réunion particulière, nous allons pouvoir vous envoyer cela. Professeur Mamadou, je n'ai pas pu venir à vous avec des questions. Si vous avez des réflexions particulières par rapport aux questions qui ont été posées, soyez libre de pouvoir les partager avec nous, avec Esther, et nous allons pouvoir réfléchir ou refléter cela. Je reviens maintenant à Esther. Merci beaucoup, Esther. À vous. Nous allons partager les rapports et par rapport à la réunion et que nous avons partagé aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces ressources dans l'espace chat. En plus, l'agenda sera traduit pour nous assurer qu'il est en français et en anglais. Nous arrivons à un terme. Je voudrais inviter donc Myriam du FNUAP. Myriam est le coordinateur mondial du programme pour la mutilation génitale féminine. Alors, Mireille, vous avez la parole. Merci beaucoup, Esther. Merci beaucoup, Esther.
Merci beaucoup, Esther. Alors, nous sommes arrivés en termes de de ce webinaire. Je voudrais dire oui à Dr. Samuel Gamini qui nous apprécions beaucoup ce que nous faisons. C'est important à la société. Et pour cela, je vous félicite. Je nous félicite à nous tous pour cette réalisation avec l'un des partenariats les plus importants, les plus productifs. L'élimination de la mutilation génitale féminine pour la promesse mondiale a travaillé beaucoup pour soutenir et permettre une programmation axée sur les preuves et la recherche, le bracelet de politique et la répartition des ressources à tous les niveaux des efforts multisectoriels pour accélérer la réalisation des cibles. En tant qu'objectif de développement durable, la cible de 0 d'ici 2030 et se focalise sur l'importance des programmes de recherche, l'élaboration des politiques et la répartition des ressources est très importante en tant qu'engagement des Nations Unies pour éliminer toutes les pratiques nocives, y compris le MGF d'ici 2030. Le programme conjoint FNUAP et UNICEF et sur la mutilation génitale féminine est en phase. Nous allons aller à la phase 4 des interventions pour accélérer des actions collectives et multisectorielles en mobilisant une grande série d'acteurs et de communautés nationales, régionales et mondiales. Cela va de pair pour renforcer les mécanismes et les capacités d'acteurs et des institutions pour s'adresser à la discrimination et aux normes sociales pour avancer l'intégration du genre, où chaque femme et fille a la voix, le choix et l'agence de pouvoir réaliser cet objectif. Il y a donc l'importance d'être et d'avoir un agenda de recherche qui cherche à approcher la question la plus urgente pour promouvoir l'efficacité et la transmission immédiate pour produire des preuves desquelles l'agenda actuel cherche à résoudre. Au sein du cadre du FNUAP et le programme et la mise en œuvre des données des populations, les données de la MGF qui marche et qui sera guidé par cet agenda mondial. Une réunion d'experts est prévue en mars à Nairobi pour partager les résultats de la recherche faite jusque-là et pour avoir un retour technique sur les approches méthodologiques à utiliser. La réunion va aussi discuter d'une conception voulue des idées de recherche futures et créer des partenariats avec des instituts de recherche. Le FNUAP serait content de vous inviter à cette réunion d'experts de Nairobi en mars. Mais pour faire écho à mes collègues, nous espérons que cet agenda de recherche aidera à accélérer la mise en œuvre de la MGF et une recherche nécessaire pour produire des preuves pour accélérer l'élimination de la mutilation génitale féminine. Je voudrais aussi renforcer sur investissement, accélérer des investissements pour mettre en terme la MGF et c'est le thème de la journée internationale de la lutte contre la mutilation génitale féminine. Nous appelons à des investissements variés pour bâtir des partenariats, pour mobiliser des alliés, y compris les hommes et les femmes, les groupes d'hommes, les responsables communautaires et même des praticiens de la mutilation génitale féminine pour éliminer des pratiques nocives d'ici 2020. Le lancement d'aujourd'hui est un exemple des investissements dont il s'agit.
Esther, la parole est à vous. Merci beaucoup. Au nom du conseil, je voudrais inviter Dr. Chichi Undie, qui est associé en chef au Conseil national, au Conseil de la population, directrice du centre de données sur la MGF. Merci Esther et à tout le monde de partout dans le monde. C'est bien de m'asseoir ici et écouter ce qui se dit. Je voudrais dire que nous sommes vraiment chanceux pour avoir ces deux ressources qui s'interpellent et qui seront très utiles pour nous tous, les praticiens, les chercheurs, etc. Je voudrais aussi dire, si nous ne sommes pas au courant, il y a 3 mois, une stratégie mondiale pour la recherche et de la violence contre les femmes a été lancée. C'est une stratégie mondiale partagée et qui interpelle ce que Denis a dit sur l'importance dans le milieu du MGF d'être en consultation avec la violence faite à l'encontre des femmes. Il y a beaucoup de synergie entre ces deux stratégies et dans l'esprit de s'assurer que nous avons des synergies, je ne pense pas qu'on devrait réinventer la roue pour commencer à des étapes suivantes. Quand, que va-t-on faire parce que nous avons maintenant ce webinaire de cette stratégie particulière, hein? Alors, une des stratégies était le financement. Et maintenant que nous avons la stratégie, il nous faut des financeurs et des bailleurs traditionnels et non traditionnels qui vont commencer à façonner leurs exigences en matière de recherche. Et il nous faut aussi penser de la mise en œuvre. Et il nous faut commencer à mettre en œuvre par rapport à l'agenda de recherche de manière démocratisée. Et j'ai bien aimé le commentaire sur la fracture numérique. Est-ce que cela voulait dire pour des gens qui n'avaient pas accès à Internet, mais qui auraient aimé participer dans la procréation de cet agenda? Ce sont des types de questions que nous allons poser, même au fur et à mesure que nous utilisons ce guide. L'agenda de recherche est assez large. Il faut qu'on pense à l'adapter pour des différents milieux. Penser à ce qui est utile dans les milieux dans lesquels nous travaillons, et aussi disséminer ces études et devenir des usagers, parce que beaucoup de gens sont ici parce qu'ils ont participé dans la co-création de cet agenda de recherche, même si c'était seulement en faisant l'enquête. Maintenant, nous n'avons pas d'excuses. Il nous faut devenir des usagers actuels pour ce document particulier. Je vais terminer là et je nous encourage à continuer à utiliser ce document pour façonner nos recherches et le faire de manière éthique. N'oublions pas que le guide pour la recherche éthique est vraiment un compagnon. C'est un compagnon à cet agenda de recherche. Merci beaucoup de votre temps et de votre attention. À vous, Esther. Merci beaucoup. Au nom de nos intervenants, je voudrais dire merci de votre participation. Je vais maintenant clore cette réunion et nous nous excusons à ceux qui n'ont pas pu bien se connecter. Merci beaucoup.